Les demi-finales de conférence ont commencé avec 2 matchs, avec beaucoup d'enseignements, plein de choses à raconter. On était obligé d'être ce mardi matin en direct, avec vous plutôt, en plateau avec Erwan, puisque les Spurs ont perdu l'avantage du terrain face à Minnesota, et Tenix et Erwan ont été exceptionnels. 2 matchs fantastiques, 2 matchs historiques, puisqu'ils ont mis les brins, comme tu aimes si bien dire, ouais, mais je le dis mieux que toi, comme on dit, ne rien les. Ah oui, c'est rien. Toi qui passe quand même de plus en plus de temps dans le sud-ouest, il va falloir le bosser pour que tu sois vraiment accepté là-bas. J'ai fait 3 jours à Sparring quand même pour rester Sparring. Bon, voilà, très bien. On embrasse le sud-ouest. On dirait les Anglais qui n'arrivent pas à dire le. C'est un peu. Bon, en tout cas, on a vu 2 matchs de basket de très haut niveau, évidemment. Il y a eu un match ultra serré et un autre où Philadelphie est encore en train de se remettre de son Game 7, j'ai l'impression. Exactement, c'est un petit peu ça. Écoute, là, quand je te dis qu'on fait l'un des plus beaux métiers du monde, ce matin, c'est exactement la sensation que j'ai eue. Je me suis réveillé, on a maté les matchs, tu te lèves, tu viens les débriefer. On a vu 2 très bons matchs de basket, un plus serré que l'autre, et on est là pour en parler. Il y a eu beaucoup de choses, donc très très intéressant. Ouais, absolument. Si vous voulez nous entendre parler de Denver, ce sera demain avec un replay de presque 1 heure qu'on a fait en ligne directe hier soir dans la libre antenne, et puis le week-end prochain, on pourra parler des Boston Celtics dans une vidéo inédite. Bien sûr, le First Day Show, ce jeudi, rien ne bouge avec Théo Homesser. Avant de commencer à débriefer ce match, parce qu'il y a plein de trucs à dire, Victor Wembanyama a mis 12 comptes, c'est un record dans l'histoire de la NBA. Il y a ce tir presque au buzzer de Julian Champagny, le retour d'Anthony Edwards totalement surprise. On voulait quand même vous dire qu'il faut aller à la salle et qu'il faut aller à Center Park. Il faut aller à Fitness Park pour avoir un body summer de qualité. Erwan, je sais que ça, c'est la spécialité. C'est la spécialité. En tout cas, c'est le projet chaque année. Est-ce qu'on y arrive au bout? Évidemment que non, mais en tout cas, moi, je suis abonné à Fitness Park depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et tu vois, ce matin, avant de venir, je suis allé à la salle et c'est vraiment les bons rythmes qu'on aime. Donc voilà, allez à la salle, n'hésitez pas à Fitness Park. Ce qui est bien, c'est que tu as ta carte, tu t'inscris dans la salle la plus proche de chez toi. Mais si jamais tu vas en week-end à Nancy, tu vas en week-end à Marseille ou à Lyon, il y a des Fitness Park dans toute la France et tu as accès à tous les Fitness Parks de France. Et moi, ça, quand je rentre à Marseille, je vais direct à Fitness Park parce qu'il n'y a plus personne qui joue au foot à Marseille. Donc je suis obligé d'aller faire du sport dans les salles là-bas. Non, c'est toujours très cool, c'est très pratique. Il y a toutes les machines qu'il faut. Et en tout cas, moi, je sais pas si ça. Je vois beaucoup de commentaires. Erwan, t'as maigri. C'est parce que je vais à Fitness Park, frérot. Voilà. En tout cas, si vous voulez tenir la ligne ou progresser dans votre sport, quel qu'il soit, le basket de préférence, bien sûr, eh bien, ça se passe à la salle. Ça se passe surtout à Fitness Park. On est ensemble, la famille. Merci de nous soutenir pour qu'on aille le mieux possible. Je vais leur demander, moi, je peux l'utiliser, moi. Tu l'as déjà. C'est les nouveaux abonnés. Oui, c'est pour les nouveaux abonnés. Donc allez vous abonner à Fitness Park pour avoir 15 € de réduction avec le code SPORT15. Voilà, on est ensemble, il n'y a pas de frais d'adhésion aussi. Vous savez que quand vous arrivez dans une nouvelle salle, il faut payer un petit dû. Là, c'est cadeau, c'est pour nous. Donc voilà, allez chez Fitness Park. Parlons des matchs du coup d'hier soir et de cette très belle victoire de Minnesota sur le parquet de San Antonio. Quelle équipe merveilleuse. J'allais dire surprenante, mais on n'est plus surpris. Non. Victoire 104-102 avec Anthony Edwards qui a annoncé qu'il allait jouer. On a vu qu'il était même pas à 50%, mais il a été impactant positivement pour son équipe dans le 4e quart-temps, même s'il a failli faire le 3 dingueries. Erwan, on va reprendre ce match de bout en bout parce qu'il y a plein de choses à dire. On va commencer par Minnesota quand même parce que c'est l'équipe consistante de playoff, une nouvelle fois, comme toujours, j'ai envie de dire. Consistante, c'est le mot minimum. J'avoue. C'est une équipe c'est une équipe de playoff. Vraiment, on a vu tout au long de la saison régulière avec un peu des hauts, des bas. Ils ont juste assuré leur spot en playoff. Une fois qu'ils sont en playoff, avantage du terrain, pas avantage du terrain, ils en ont rien à foutre. C'est une équipe de playoff par la dureté, par la gestion des fins de match, par leur coaching, par l'âme qu'ils arrivent à avoir. Tous les joueurs, je pense encore à Michael Conley hier. Qui est énorme, Michael Conley hier. Énorme. Qui est magnifique. Il y a un truc dans cette équipe. Il se passe quelque chose chaque fois qu'ils sont en playoff depuis 3 ans. Ils mettent des choses sur le parquet que certaines équipes ne mettent pas. Et le mot, c'est magnifique. Moi, quand je finis le match, je me dis bravo les gars. Vous êtes magnifiques, chacun dans son rôle avec des hauts, des bas. Ça se tape dans les mains. Ils sont impassibles sur leur visage. Non, je trouve que c'est une équipe. C'est vraiment l'équipe de playoff par définition. Ce qui est dingue, c'est que s'il y avait encore Dante DiVincenzo, si Ayo Dosunmu avait pu jouer, si Anthony Edwards était à 100%, atteindre ce niveau aurait été une prouesse déjà. Il y a plein d'absents, c'est pas leur problème parce que quand je parle de constance dans les matchs, c'est qu'ils arrivent à mettre de la physicalité à un point presque. Il y a qu'OKC ici, je pense, qui est capable de monter le niveau, le curseur absolument physique dans des matchs de basket comme le fait Minnesota. J'ai aussi l'impression que tu as raison, l'expérience, on en a beaucoup parlé par rapport à San Antonio et par rapport à Minnesota. Clairement d'un côté, et ça s'est senti dans le run un peu final, tu sais, dans ce 4e quart-temps, ils sont à plus 9, plus 10 là, c'est ce qui va faire la différence. Ouais, c'est ce qui va faire la différence. Encore une fois, mais on en a parlé toute la saison un petit peu autour des Spurs, de ces gestions de fin de match.
on a clairement vu dans la fin de match que l'expérience elle est côté Minnesota sur ce match 1. On sait que les Spurs apprennent très vite. On l'a vu lors du premier tour, on l'a vu tout au long de la saison. Ils apprennent vite. Ça va être très intéressant de voir les leçons qu'ont retenu les Spurs de ce match 2. Mais sur la fin de match, moi j'ai vu une équipe avec une hiérarchie, avec ballon à Randle qui avait toujours un avantage de taille, de puissance et qui était dans un bon soir. Donc on lui a donné le ballon, la hiérarchie pour lui et après on tourne autour. Côté Spurs, la hiérarchie. Un peu tout, un peu rien. Voilà, exactement. Ouais, un peu tout, un peu rien. Tout le monde, chacun son tour. Pas beaucoup Victor. Chacun seul à 6 fautes. Ouais. Du coup, Fox, t'es où? T'es là, t'es pas là. D'accord. Victor, t'es pas dans un grand soir. Finalement, les ballons, ils te passent au-dessus, tu les touches On pas. retrouve Vassell à l'opposé. D'ailleurs, heureusement qu'il a eu un peu d'atlas à la fin. Une Vassell qui est encore une fois très propre. Finalement, pourquoi on l'utilise pas plus? Il y a des mecs qui prennent des tirs. Je fais, c'est vraiment toi qui dois le prendre celui-là. Donc voilà. Encore une fois, une hiérarchie un petit peu floue par rapport à une équipe avec une hiérarchie simple, mais en tout cas maîtrisée. Ballon à Randle et autour, il se passe des choses. Eh ben, comme par hasard, c'est l'équipe qui avait la hiérarchie la plus claire sur cette fin de match, en tout cas, qui a remporté cette première rencontre. Avant de revenir sur les duels des Français, de faire une petite évaluation des joueurs, il faut quand même qu'on se remette cette dernière action parce que les Wolves ont l'action, ont le run qui normalement devrait leur permettre de gagner ce match. Il n'empêche que le basket est tellement fou que Anthony Edwards va faire une dinguerie et va permettre à l'équipe des Spurs de revenir. Pas de temps mort, Erwan. On le commente ensemble. Pas de temps mort sur cette dernière action. Joël Champagny a honnêtement un super tir. C'est le meilleur shooter de son équipe. Écoute, pas de temps mort, ça aurait pu payer. En tout cas, voilà ce que je retiens, moi, en fait. C'est que temps mort ou pas temps mort, au in fine, il faut arriver avec un tir clean, propre. Je ne suis pas persuadé que prendre temps mort, laisser la défense de Minnesota être en place sur une remise en jeu, sur demi-terrain, avoir un tir plus clean que ce qu'a Champagny. C'est les Warriors qui faisaient ça avec Steph Curry. Oui. Et j'aimais bien quand ils font ça. J'aime bien quand qu'on laisse un petit peu de l'open court sur des fins de match comme ça. Et honnêtement, je suis pas sûr, je suis même sûr à 100%, du moins que les Spurs n'auraient pas eu un tir aussi clean avec le peu de temps qui restait que ce que Champagny a eu. Alors il y a eu quoi? Une passe lobby pour Victor qui aurait été contestée, qui aurait certainement eu un tir très compliqué. Il peut les mettre. Hier soir, il y avait quand même aussi la réalité de l'adresse de Victor. Pour moi, ils ont un tir grand ouvert après une fin de tir de Champagny, qui est le shooter attitré de l'équipe. Tu peux pas avoir mieux comme tir. Il est très court, Victor des Timberwolves, mais j'aime l'idée de laisser jouer comme ça. Je sais qu'il y a eu beaucoup de réactions parce qu'il reste des temps morts. Un temps mort en plus. Ouais, il reste des temps morts. Et surtout, quand Victor prend le rebond, il y a comme un moment d'hésitation. Ça dure pas longtemps, mais entre le moment où est-ce que je pousse avec la balle ou je fais la passe, même Dylan Harper, il met un peu de temps à s'y remettre. Oui. Et puis on regarde, alors je pense qu'on a tous fait la même chose. Tu vois le rebond, tu dis ok, il joue pas, temps mort, pas temps mort. Il reste combien? 5 secondes. 5 secondes, c'est à la fois beaucoup, regardez, non, même 7 secondes. C'est un rebond Dylan Harper avec Victor, le retour de passe, et là Dylan Harper, il y va, il joue à fond. Donc, dans ces moments-là, on sent bien qu'il n'y aura pas de temps mort parce qu'on a l'habitude maintenant, tu as raison de souligner avec les Warriors. Joël Champagny, il sort de 3 rebonds offensifs et 2 petites claquettes pendant qu'Anthony Edwards était retourné. Mais en fait, que ça arrive dans les mains d'un mec comme lui qui fait une bonne fin de match, qui est un bon shooter, qui fait un shoot qu'on a tous l'habitude de le voir faire, c'est-à-dire la feinte, la pump fake, boum, je me décale à droite, j'envoie. Le problème, c'est que quand la balle sort des mains, je sais pas pour toi, moi je vois tout de suite qu'il va pas rentrer. Ouais, tu vois, c'est ça qui est un peu. Le ballon. C'est dommage. Ah, mais après, de toute façon, il y a être un shooter. Et c'est le cas de Champagny. Et puis, il y a mettre des tirs comme ça. C'est un autre métier, comme on dit souvent. Alors, ça, peut-être qu'il pareil, il en sortira plus fort. Il a dû rentrer. Après, il a dû rentrer vestiaire la tête basse. Mais moi, on m'enlèvera pas de l'idée que de manière très pragmatique, tu as un tir après une feinte. T'as un tir grand ouvert avec l'un de tes meilleurs shooters dans l'équipe. Bon, mais c'est exactement la situation qu'on veut. Encore une fois, je suis pas sûr que dessiner un truc. J'aime bien quand les coachs aussi veulent pas s'accaparer les fins de match. Laissons les joueurs là-dessus. Il y a une transition grande ouverte. Il y a un tir grand ouvert. Bon, après, ça tombe dedans, ça tombe pas dedans. Ça, c'est le sport. Ouais. Mais en tout cas, je trouve que c'était un bon choix de Mitch Johnson de pas prendre temps mort. Et on rappelle, quand on se remémore un peu de la saison régulière, il y a eu des combats très âpres entre les deux équipes et que les Wolves sont toujours sortis avec un Julius Randle qui repoussait Victor. Oui. On se souvient d'un tir à la mi-distance. Alors bien sûr, il en aura d'autres, Victor, des tirs en turnaround pour faire gagner son équipe ou pour égaliser. C'était pas pour ce soir-là. Bon, on revient un peu au début du match parce que c'est marqué par un duel, le duel de franco-français avec 2 mecs qui surdominent en défense. Victor, bien sûr, va chercher ce record de 12 contre, un record exceptionnel sur un match de playoff. Ça n'a jamais été fait. Le compteur, on l'a vu monter au fur et à mesure, 7 contre à la mi-temps. Et de l'autre côté, Rudy, il fait son game aussi. On regarde les stats de Victor. Regardez, 11 points, 15 rebonds et donc 12 blocs. C'est un triple-double record pour lui. Le 5-17, évidemment. Le 0 sur 8 à 3 points, ultra important, on va en parler. Et les 5 points dans la deuxième mi-temps. Parle-nous un peu de ce duel, Erwan.
C'est ce qu'on voulait. Regardez ça de Rudy, il a 7 et 10 lui de son côté. Même les Américains avaient axé ce premier match sur le duel entre ces Frenchies, et les 2 premières actions, on n'est pas déçus. Hein. Victor, bam, 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 contre sur la planche, et derrière Rudy qui met un contre aussi. Donc, et encore un contre derrière de Victor. Tout de suite, derrière. Le ton a été donné. Moi, je trouve que sur le match-up de Victor contre Rudy, on l'a vu un petit peu assez tard dans le match, mais que Victor au large, il cause des problèmes à Rudy. Mais pour moi, on l'a pas assez vu. On l'a vu beaucoup trop batailler sur le post-up, et on sait qu'aujourd'hui, mine de rien, Victor, même s'il a progressé, il est toujours en train un peu de... C'est compliqué pour lui le post-up parce qu'il se fait bouger à la hanche, et que Rudy, il sort d'un combat face à Jokic là-dessus, et qu'il a un avantage, je pense, sur cette situation-là. Je pense que Victor doit l'amener plus au large et le jouer de manière beaucoup plus directe plutôt que faire bam, 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 dribbler. Pour moi, il est un petit peu trop dribblé en attaque. Après, on n'a pas su aussi le mettre dans des bonnes circonstances, mais j'ai trouvé que Rudy, je pensais pas avoir autant Rudy sur Victor en bune à bune. Finalement, il s'en est plutôt mal sorti, il s'en est plutôt très bien sorti. Mais encore une fois, je trouve que Victor l'a pas assez amené au large pour le jouer sur un jeu direct. On l'a vu 2-3 fois, l'action, t'as raison, avec ces grandes échasses là, en transition, aller se déployer comme ça pour le truc. On l'a vu. On a 3 actions comme ça, tout en première mi-temps. Dans la fin de match, pour le coup, Victor, on le retrouve sur des plays en mouvement là où il est totalement défendable. D'ailleurs, il met un énorme dunk. Il met un dunk à la fin là. Sur McDaniel. Il est exceptionnel. Alors c'est dans le petit run là des Spurs pour essayer de recoller. Là où je te rejoins, c'est que évidemment dans leur duel, Victor n'a pas réussi à dominer son vis-à-vis face à Rudy, c'est la réalité. Il a été encore plus en difficulté lorsque c'était Julius Randle qui lui défendait dessus. Il l'a repoussé. Et Victor, ce qu'on peut reprocher, c'est évidemment son manque d'adresse. Il a 0 sur 8 à 3 points. À un moment donné, il n'a pas le droit, Victor Wembanyama, enfin c'est nous qui disons ça, mais il n'a pas le droit d'hésiter. On se l'a senti à de nombreuses reprises dans le match. Tu sais, il hésite, il met des pumps, et c'est pour ça qu'il rate. On voit dans son état d'esprit qu'il n'est pas là pour chuter et marquer. Moi, le fait qu'il shoot 8 fois à 3 points, ça me gêne pas du tout. Le 5 sur 17 ne me gêne pas. Si tu fais gamelle, tu es dans un mauvais soir. Et il fait pas des gamelles. Sa sélection de tirs n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'il a des tirs sur des retours de passe où il d'apprendre shooter. Il refuse parce qu'il intellectualise un petit peu des fois les retours de close-out. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Peut-être que j'ai... En fait, au bout d'un moment, il y a un retour de passe qui envoie. Surtout, il y en a une à la fin des 24. Tu vois, où derrière, il peut pas tirer. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Envoie, gros. Et c'est vrai qu'il y a au moins, sur les 8 tirs qu'il prend à 3 points, il y en a au moins 4, 5 où il fait pump avant alors qu'il est tout seul. Et derrière, il prend un tir contesté et hors rythme. Alors oui, il peut les mettre. Mais je trouve que c'est pas le nombre de tirs qui me gêne, c'est la sélection et la manière dont il les a pris. Il s'est un petit peu compliqué la tâche, il a voulu un petit peu sur-intellectualiser certaines situations. Par moments, il faut un petit peu remettre un peu d'instinct dans le jeu, et Victor hier a manqué d'instinct. Tiens, regarde ce qu'il a dit, parce qu'il va complètement dans le sens de ce que tu es en train de dire. Regardez, juste après le match, Victor Wembanyama, j'ai beaucoup dépensé d'un côté du terrain et de l'autre en attaque. J'ai utilisé trop d'énergie dans des actions qui n'ont pas vraiment eu d'impact, donc c'est de ma faute. Mais la première chose, c'est de commencer par mettre quelques tirs, ça c'est sûr, pour que la confiance revienne. Il va falloir qu'il retrouve des positions à lui, des tirs à lui, que ce soit à 3 points ou dans le mid-range. Dans le mid-range, par exemple, aujourd'hui, on l'a absolument pas vu. Non, alors contesté, mais il prend pas de tir à mi-distance. Alors que c'est une vraie force, pour lui. Pareil, le two-man game avec Devin Vassell, ils ont ces espèces d'écrans l'un pour l'autre, de remontée. Stephen Castle, surtout. Oui, Castle, non, mais avec Vassell aussi, ils ont cette remontée-là qui font beaucoup sur si jamais l'autre remonte, il flash, il a des tirs à lui. Ça, on l'a très peu vu, pas assez. Et donc, je m'interroge aussi encore une fois sur l'utilisation de Victor, et je reviens à cette hiérarchie un petit peu floue. On peut me dire ce qu'on veut, même dans les mauvais soirs. Beaucoup de choses, en tout cas, doivent passer par Victor, un peu plus en tout cas que ce qu'on a vu hier, et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas pour Victor Wembanyama qui a donc galéré énormément. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre tir où il est à 0 sur 5 ou 0 sur 6 et il prend un tir il est presque sur le logo à un moment donné, parce qu'il est à la recherche d'un momentum personnel en fait. On le ressent bien. Aveu de faiblesse. Un peu. Après, vous connaissez Victor en général, quand il fait une défense de ouf, un contre ou un truc, il va prendre un tir dans la première intention. Il est comme ça, et c'est ce qu'il a amené en NBA. Hier, est-ce que c'était le bon choix? Écoute, dans la vérité d'un seul match, en tout cas, ça n'a pas payé. Après, ce qui va être très intéressant pour la suite, on l'avait vu en saison régulière, je te dis, encore une fois, on avait fait une palette dans un First Day Show sur la défense de Julius Randle sur Victor Wembanyama. Hier, encore une fois, Julius Randle lui pose beaucoup de problèmes. Grand, quand même, Julius Randle, c'est un 2-6, 2-7. Ouais. Tanké. Et beaucoup plus costaud. Beaucoup plus costaud. Et puis Julius Randle, depuis qu'il est à Minnesota, défensivement, c'est devenu un défenseur très haut niveau. Quand il s'y met, il s'y met. Et encore une fois, on a vu hier, sur les impacts, Victor, il est repoussé très au large. Donc ça va être très intéressant de voir les adaptations au match 2. Et raison de plus pour peut-être aller le chercher, comme tu dis, sur du mouvement, sur des sorties d'écran, attraper, jouer. Parce que sur de l'attraper, il est déjà là. Et jouer comme ça sur du 1 contre 1, pour l'instant, Julius Randle a l'avantage. Et il est même repoussé, tu sais, sur les prises de position. Bien sûr. Il prend la balle, il est loin. Écoute, je pense qu'il l'a senti comme nous devant nos écrans. Pas assez de transition aussi pour les Spurs. Il y en a eu un peu en première
première mi-temps, c'est là où ils font leur plus sec. Keldon Johnson, heureusement qu'à un moment donné, et Dylan Harper, ils rentrent. Hein. Parce que eux, au moins, ils amènent du punch, ils mettent des lay-ups, ils courent, il se passe des trucs. Parce que le 5 majeur, il était complètement aseptisé, tu sais, il était là. Il marche. Bon, à cause de De'Aaron Fox, grandement. Hein, parce que De'Aaron Fox, évidemment, on peut en parler un petit peu maintenant. Heureusement qu'il met 8 points dans le dernier quart. Hein. Parce que là, j'aurais ouvert le match en disant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ce match? Pas d'agressivité, pas de leadership, une mine déconfite. À un moment donné, je le vois, tu sais, il fait sa feinte de passe sur pick and roll. Tu sais, franchement, c'est les avions de chasse. Là, tu vas dunker, il y a un énorme boulevard. Il met un petit lay-up, il est là, il est tout petit. En général, on dit grandissez-vous quand vous faites du sport. Là, il est étriqué, 6 paires de balles dans le game, moins 13 de plus-minus, waouh! Si tu arrives à te contenter de ces 8 points dans le 4e carton, tant mieux pour toi. Non, je veux dire, heureusement qu'il les met, sinon là, je le mets sur la sulfateuse. Moi, il y a pas de. Moi, je vais le mettre sur la sulfateuse malgré tout. C'est que ce qui, déjà, au-delà de sa performance basket qui est minuscule, il y a ce qui dégage. Et là, tu as raison, cette espèce de. On a l'impression qu'il joue un match de saison régulière, il met des ballons en touche avec Victor, à un moment donné, ils se comprennent pas, il est là, ouais, il rigole. Je fais, gros, en face. C'est maintenant là! En face, eux, ils rigolent pas. Hein. C'est un vrai combat et je le trouve pas dans le ton, en tout cas, d'un premier match d'une demi-finale de conférence Ouest. Et je te dis, je trouve qu'il est maladroit, il est hésitant, et puis il perd des ballons, quoi. 6 ballons perdus et des ballons en touche, quoi. Donc, on est encore une fois en train. Alors, ça va pas l'empêcher certainement peut-être de faire un ou 2 ou 3 bons matchs dans cette série, mais en tout cas, sur ce match-là, encore une fois, il est en travers. Et on est dans l'instant T, évidemment. Si mercredi soir, le deuxième match mercredi soir, mercredi soir, s'il fait un énorme match, bon, on dirait qu'il a fait un énorme match. C'est toujours pareil. Le contraste aussi est saisissant avec Michael Lee. Hein. Michael Lee, il a beau être cramé, il est vieux et tout, ce qu'il dégage. Alors déjà, parce qu'il fait un bon match, regardez, 12 points, 6 passes décisives. Lui, il y avait moins 13 de plus-manus pour Fox. Là, il y a plus 13 de plus-manus. C'est lui qui fait le run hein, dans le 4e quart. Il met des filoches, ça célèbre avec ses coéquipiers avant qu'il ne soit benché pour des raisons évidentes, sa défense. Je l'ai trouvé, mais tu vois, le contraste avec Fox, il est dingue quoi, en termes de leadership. Alors, encore une fois, on peut analyser le basket. C'est un vrai meneur de jeu. Il est bon dans les pick and roll. Il met de l'ordre dans le début de match. Il fait du bien. Mais le cœur... l'énorme cœur de Mike Conley. Et puis Mike Conley, n'oublions pas qui c'est aussi. Que ça soit avec Memphis, les grands runs de playoffs qu'ils ont fait face aux Warriors, on se souvient quand même, c'est lui qui défendait sur Steph aussi, en bune à bune, ils ont fait douter les Warriors au début de leur dynastie, avec Utah aussi, enfin c'est un mec qui connaît la musique des playoffs, et hier encore une fois, eh ben, il apporte tout ce qu'il doit apporter, avec cette faculté de mettre des gros tirs. Mais moi, il m'a régalé hier Mike Conley. Tu sais, hier dans les grands... les questions, les facteurs, les clés de la série, d'après moi, les Spurs devaient et doivent, hein, tout au long de la série, défoncer le backcourt des Wolves. Et on se disait, même avec le point d'interrogation d'Anthony Edwards, de sa force physique, de sa forme physique. Hier, Dylan Harper était bon. Stephen Castle était bon. On reviendra un peu sur ses fautes aussi, parce qu'il y a quand même des fautes qui sont sifflées contre lui. J'aurais bien la haine à sa place. Je serais même très énervé. Tu dis ça ce matin dans notre... Ah bah oui, la 5e faute. Oui, sur la prise de position, il se fait pousser dans le dos par Julius Randle. Je serais fou. La 6e faute, il vient comme ça. Franchement, il n'y a pas grand-chose sur Shannon Junior. Il n'y a pas grand-chose. Moi, à sa place, je serais fou furieux. Je serais fou furieux parce que au bout d'un moment, on est là, on dit faut jouer dur, faut faire ci. À l'inverse, on lui en donne qui sont aussi bien payés. Quoi. Stephen Castle, il récupère des fautes aussi où il s'est bien payé par exemple. Notamment les 3 premières de McDaniels, c'est lui qui les provoque. Oui, mais c'est des fautes loin du ballon, ça s'accroche et tout. Franchement, les deux ont des. Tu sais, je sais plus si c'est Castle ou en tout cas Shannon Junior à un moment donné. Dans le 3e quart, les Wolves sont au bout de 4 minutes, 5 minutes dans la pénalité, parce qu'il y a des fautes très loin du ballon, parce que Shannon Junior, TJ Shannon, on va l'appeler plutôt, comme il l'appelle dans le commentaire. En fait, il provoque, parce que tout le monde est en surpression dans ce match. Tout le monde, ils sont tous comme des fous. Et donc, surpression égale beaucoup de fautes sifflées. Donc, tous les arrières sont en foul trouble. Tous. Parce qu'ils sont là comme des fous. Donc, Stephen Castle, encore heureux qu'il récupère les 3 fautes. Le problème, c'est que c'est lui qui est le meilleur défenseur de son équipe et qui sort pour 6 fautes sur 2 fautes. Honnêtement, elles y sont pas d'après moi. Moi, je trouve que Stephen Castle, encore une fois, hier, il est incroyable. Il est là, demi-finale de conf pour la première fois de sa carrière. T'as l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. C'est lui qui met les premiers tirs à 3 points, hein, qui donne le là en défense. Il est dans un duel avec McDaniels, magnifique. Vraiment, les deux, ils me régalent, ils se parlent, c'est dur. Je trouve qu'il devrait être un petit peu plus malin par moment, à tout le temps. En fait, on le voit dans les bras. On le voit. Et quelque part, il se fait un peu avoir à son propre jeu par des mecs qui ont un peu plus d'expérience. Tiens, on revoit la 6e faute. Là, tu me donneras ton avis. Tu peux la remettre ce Petum en même temps, c'est la 6e. Donc à la fin de match, il revient après avoir pris sa 5e. On a 3 minutes de la fin. Franchement, ça, c'est pas des fautes de playoff. Hein, c'est une faute de merde. Bah oui, mais celle d'avant aussi, sur la prise de position avec Julius Randle, où on voit clairement Julius Randle pousser Stephen Castle sur la prise de position. C'est 2 fautes qui changent
qui change le match pour les Spurs, surtout qui change son match pour lui. Oui, Quoi, pas qu'un seul après sur les dernières minutes, forcément ça change un peu le game, mais il se retrouve dans un money time où il est à 4 fautes. Moi, ce que je te dis, c'est surtout dans ça, la globalité, oui, mais dans la globalité, il faut qu'il maintienne cette intensité-là. Mais je trouve que par moment, il est beaucoup dans la lutte. Alors c'est très dur de trouver le juste milieu entre je m'y mets, mais j'essaie d'être malin. Bon voilà, après c'est encore un jeune joueur. Mais je trouve que par moments, on le voit beaucoup. Quand tu regardes le plan large, on le voit beaucoup loin du ballon ou sur la balle, mettre des grosses pressions. McDaniels fait un peu la même chose aussi. Donc, c'est jamais simple de trouver le bon compromis. Non, mais donc, du coup, tu vas pas avoir la même analyse. On revoit une autre faute là. Alors, celle-là, pour le coup, il y a vraiment. Ça, c'est une faute de Stephen Castle qui se jette et qui tire. Non, mais ça, c'est faute. Ah oui, voilà. Ouais, ça, c'est une faute de Stephen Castle. Je parlais des deux dernières. Parlons d'Anthony Edwards, un petit peu. Parce que, donc, il est. Je sais pas à combien de pourcents, mais heureusement qu'il est à 50%. Parce que ce qu'il dégage dans la fin du game, 18 points donc, dont je crois qu'il met 8 ou 10 dans le dernier quart, avec une filoche dans la tête de Victor. Franchement, les mains. Il met 11, non? Non, il met 10, je crois. Bon, bref, on s'en fiche. Il met un tir dans la tête de Victor. On peut pas être plus proche d'un contre. Il est magnifique. Il va derrière au lay-up. On sent qu'il a mal sur le retour. C'est exactement ce dont avait besoin Minnesota. Du talent dans la fin de match, alors qu'on l'a laissé un petit peu au frais. Je le rappelle, mais il sortait du banc. Il a quand même joué 25 minutes. Il sortait du banc. Il prend 25 minutes. Et ce qui est marrant, c'est que quand t'es pas à 100% comme ça, Anthony Edwards, ça a quand même beaucoup de déchets par moment. Un jeu à risque. Je l'ai trouvé très, très juste. Là, pour le coup. À part sur la dernière minute. Oui, à part sur la remise en jeu, évidemment, mais dans tout ce qu'il fait, je l'ai trouvé très, très juste. Et c'est marrant. On se souvient qu'il avait coûté notamment un match où le premier match face à Denver, où il était complètement à l'envers, où il avait forcé beaucoup. Alors, il mettait 30 points, mais il avait des pourcentages cata. Là, c'est marrant, le fait de le voir pas à 100%, je l'ai trouvé très, très juste dans le jeu. Il a laissé le jeu complètement aller à l'opposé sur Julius Randle. Exactement. Ça, c'est vrai. Et quelque part, ça peut peut-être lui donner des idées pour la suite. Mais en tout cas, le fait qu'ils arrivent à le faire jouer 25 minutes en sortie de banc, sa gestion a été parfaite. Et puis lui, quelque part derrière, ces 18 points-là, c'est aussi une énorme bascule dans le match. C'est un game changer pour cette équipe parce qu'il amène de l'adresse dans un match. Nasri en a mis quelques-uns, Michael Lee en a mis, mais honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'adresse pour les deux équipes. C'est la MRT. Il y a les Spurs qui sont à 10-36 et 26% au tir, 10-28, je crois, de mémoire pour les Wolves qui sont plutôt à 37-38%. Donc c'est beaucoup, beaucoup mieux. Mais lui a eu de l'impact sur la fin du match. Il va falloir aussi. Comme on imagine qu'il va monter en puissance, Anthony Edwards, j'espère que sa cuisse va tenir. Il y aura peut-être aussi un ajustement défensif à avoir sur lui et sur le reste. Parce que tu ne peux pas te faire échâtier par Julius Randle d'un côté et se faire châtier aussi par Anthony Edwards. Il va falloir choisir. Là, pour le coup, ils se sont fait châtier par les deux. Mais exactement, absolument. On continue de débriefer ce match ensemble. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Il y a quand même un truc qui m'a un peu sauté la gueule. Tu me dis ce que tu en penses. C'est les passages de Luke Kennard. De Luke Kornet. Waouh! Ça m'a même fait de la peine, ça. Il vaut mieux que ça, rassure-moi. Mais je sais pas. Tous les runs viennent des Wolves, à ce moment-là, je veux dire. Je sais pas s'il vaut mieux que ça à ce moment-là de la saison et dans des matchs comme ça. C'est une vraie bonne question. Il joue que 8 minutes. Oui, mais c'est normal parce que ces passages, les passages un peu face à Portland avaient été délicats. Et finalement, dans un match ultra physique, ultra défensif, il est ciblé. Il est attaqué de part et d'autre, il souffre. Alors il arrive à aller glaner 2-3 rebonds offensifs, tant mieux. Mais là, pour le coup, il fait gentil garçon, quoi. Il fait mec, tiens, on est que 6, tu viens dépanner. Et c'est vrai qu'il est, il est châtié sur l'impact physique. Et du coup, alors qu'on s'était pas posé la question toute la saison, on a l'impression que derrière Victor, ça manque un peu de viande. Biombo joue pas du tout, Plumlee joue pas du tout. Donc c'est Kornet, de toute façon, le backup installé depuis le début de saison. Mais là, pour le coup, il fait gentil garçon. Il fait gentil garçon. Donc, et ça se voit. Et au plus on avance dans les matchs de playoff, au plus je trouve qu'il fait très gentil garçon. Et ça peut être un problème parce que c'est vrai que ces passages sont calamiteux pour lui et pour les Spurs du coup. Ce qui est sûr, c'est que donc Victor qui joue 40 est une arme de destruction défensive hors norme, jamais vue dans l'histoire, etc. La différence entre lorsqu'il est sur le terrain et lorsqu'il n'est pas sur le terrain, c'est comme si d'un côté, vous pouvez absolument pas mettre un lay-up, et dès qu'il n'est pas sur le terrain, vous pouvez marquer des lay-ups à chaque action. Ils ont peut-être aussi, je sais pas si c'est possible en vrai, mais ils ont le droit peut-être de changer un tout petit peu leur concept défensif quand Victor est sur le banc, c'est-à-dire arrêter d'être comme des fous en surpression tout le temps. Parce que le problème d'être en surpression, c'est que c'est beaucoup plus facile de passer un mec en surpression. Tu fais une feinte, tac, il passe. Et Shannon Jr., par exemple, là, ce qu'il fait, il me prend compte sur contre, hop, il sort, et là, on le retrouve, il met des grands layups, et il finit à 16 points pour un gars qui est quand même inconnu au bataillon du grand public, bien sûr. Joueur, hein. C'est un bête de joueur, mais il n'empêche que la différence quand il est sur le terrain, Victor, pour Shannon Jr., c'est pas du tout le même joueur, le mec. Oui, Shannon Jr., donnez-lui le tir plutôt que le drive. Il va tellement vite. Il va à 2000 à l'heure. Avec Dylan Harper, il y a des similitudes, un peu des gauchers tismés comme ça, un peu longiliers, très physiques, qui mettent des lay-ups un peu foufou. Ils m'ont régalé tous les deux. Donc il y a peut-être aussi un truc chez Mitch Johnson à réfléchir quand Victor n'est pas sur le terrain, comment on fait pour défendre. Est-ce qu'on ne doit pas changer un
tout petit peu et se mettre un peu plus, tu vois, être un peu plus connecté dans la raquette, un peu plus de densité dans la raquette. Parce que là, il n'y a personne dans la raquette. Ce qui est sûr, encore une fois, on en revient. Alors, c'est que 8 minutes, mais c'est 8 minutes de souffrance pour les Spurs. Ouais, Donc, absolument. ça, sur la durée de la série, va peut-être falloir repenser les choses. Il y a un truc qu'on a peu dit hier, mais qu'on va redire aujourd'hui, c'est que les Spurs ont une vraie faiblesse sur le poste 4, c'est une réalité. On a vu Keldon Johnson souffrir terriblement sur Julius Randle. On a vu très peu une nouvelle fois Harrison Barnes, qui est le seul qui pourrait peut-être s'opposer. Qui est benché depuis plusieurs semaines. Absolument. Et qui semble plus faire partie du plan. On a vu Stephen Castle défendre parfois sur Julius Randle. Il va falloir trouver une solution pour combler le déficit sur le poste 4, parce que Julius Randle, il va les détruire. On l'a dit dans la libre antenne lundi soir. Il manque de viande, mine de rien. Et Chris Finch, il le sait. Et il avait appuyé déjà là-dessus contre Denver, qui a un peu plus d'armes. Encore de là. Viande, voilà. Et là, pour le coup, quand il joue Fox, Castle, Vassell et Champagny, en fait, au bout d'un moment, tu ramasses. Les ailiers. T'as que des vrais ailiers. Tu ramasses. Et Julius Randle, il est pas fou. Hein. Il arrive, il va aller bam, bam. Et en fait, ça, au début, tu tiens parce que t'es chaud. Hein. Mais sur 48 minutes, à la fin, il souffre. Et tout le match, quelque part, ils ont souffert là-dessus. Il n'a pas voulu relancer Harrison Barnes. Peut-être qu'à un moment donné, en tout cas, Victor peut pas défendre sur Julius Randle en bugne-à-bugne pour une simple raison, parce qu'il gère tellement tout le reste. Peut-être trop d'ailleurs. Peut-être trop. Et peut-être trop. Donc, mais mettre aussi Victor que sur Julius Randle, est-ce que ça va être un choix à faire? Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, mettre des mecs sous-dimensionnés physiquement sur Julius Randle par la taille ou par le physique, tu fais le plein, tu ramasses. Absolument. On regarde le programme pour le match 2 du coup. Ça c'est les stats de Julius Randle cette saison, n'est-ce pas, contre les Spurs, regardez en saison régulière. Complet, gros temps de jeu et donc exactement très complet. 18 points, 8 rebonds et presque 5 passes décisives sur ces matchs de 2025-2026. On regarde ensemble les codes sur Winna. Là, j'ai envie de savoir ce que vont nous dire les traders. Est-ce que les Spurs sont toujours grands favoris? Vous vous souvenez d'hier? Eh oui, ils le sont. 1,26 et 3,85 pour Minnesota. Non, moi je vois les Spurs quand même, encore une fois, je crois beaucoup en cette équipe pour rebondir et pour apprendre de ses erreurs. Parce qu'il y a eu quand même pas mal certaines erreurs de gestion, encore une fois, dans les fins de match, mais on le dit, on se répète, mais c'est aussi un apprentissage comme ça, les playoffs. Alors eux, ils apprennent vite, on le dit encore. Je pense que les Spurs vont revenir avec d'autres intentions, que Victor va pas passer au travers comme ça en attaque 2 fois d'affilée, mais ils ont besoin que Victor soit adroit pour élargir un peu cette défense. Si les Spurs vont dans un match comme ça de muerte, dans une série de muerte où ça se joue à la dureté, je pense qu'ils vont pas passer. S'ils arrivent à retrouver un petit peu de spacing, de trouver un peu de l'adresse, en trouvant les bons spots et les bons joueurs, forcément cette défense-là va s'élargir de Minnesota. Et là, Victor, là, Vassell, là, Castle auront des drives comme on a pu voir sur le premier tour des playoffs et tout au long de la saison. Mais il va falloir que sur des plays, ils se trouvent des tirs ouverts. Alors, dernier truc, avant de passer vite fait au match de New York, à la fin du match, tout le monde se disait, c'est quand même fou de perdre seulement 2 points avec un Victor qui a 5-17 et 0 sur 8 à 3 points, avec un Jaren Fox qui est catastrophique. On peut aussi dire que c'est assez dingue que Minnesota ait gagné ce match en étant aussi nul au lancer franc. Ils sont à 12-21. Avec notre Rudy qui fait 0 sur 3, heureusement qu'il met le dernier dans un moment important. Il fait un 4. Un 4, moi il fait pas un 6. J'ai les stats devant moi. Il est très exactement à 1 sur 5, tu avais raison. 1 sur 5. Et il met son dernier qui est important. Parce que si tu passes de plus 7 à plus 8, tu vois, un truc comme ça. Cette équipe gagne un match à l'extérieur en étant à 57% au lancer franc. C'est une vraie perf. Hein. Ouais, mais défensivement, vraiment, bien sûr. Ce qu'ils font défensivement, c'est. Je disais pour rigoler à Erwan ce matin, quand j'ai regardé le match, j'étais fatigué, gros. J'ai fait waouh, la débauche d'énergie. Ça, c'est des matchs de basket quand même. Ouais, mais là, on est vraiment dans tout ce qu'on aime dans les playoffs. Vraiment défensivement. Ils ne donnent pas un panier facile. À un moment donné, ils prennent quelques tirs de merde et ils prennent du jeu rapide. Et là, ils sont en souffrance. D'ailleurs, ça va être l'une des clés aussi, c'est que Minnesota ne doit pas laisser courir cette équipe-là parce qu'on voit que dès que les Spurs courent, ils arrivent à leur faire mal. À l'inverse, les Spurs, va falloir qu'ils retrouvent beaucoup plus de courses. Absolument. Bon voilà, match 2 du coup mercredi. Vous avez compris, toutes les équipes jouent tous les 2 soirs. Hein. Bam, 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 on enchaîne. Ça va être les demi-finales de conf. Pour moi, c'est le meilleur moment. Alors, c'est encore mieux que les finales de conf parce qu'on a 2 bons matchs à regarder par nuit et que ça enchaîne, il n'y a jamais de trou, donc c'est exceptionnel. Un petit mot du coup sur New York, Erwan. Ils ont roulé sur Atlanta sur le Game 6, ils ont roulé sur Philadelphie sur le Game 1 hier soir. Ils les ont détruits, 137-98. À un moment donné, il y a 40 points d'écart, ils finissent à plus 39. Waouh! Quelle impression de rouleau compresseur. C'est pas rien quand même. C'est pas rien ce que fait New York de mettre 50 points à Atlanta sur le match 6 là-bas, d'en mettre 30 à 39 à Philly qui sort d'un match 7 face à Boston.
Après, je vais raison garder quand même. Pour moi, ce match-là ne va pas du tout être représentatif de la série, de la série. Parce que je pense qu'on l'a vu hier, les Sixers sont arrivés vraiment avec les jambes très lourdes, à l'image de Therese Maxey, même de Joel Embiid dans ses manières de faire les allers-retours. On a senti que c'était un petit peu dur pour eux. Il n'y a que finalement le rookie Edgecombe qui avait un peu des cannes. Tant mieux de l'avoir pris, tant mieux d'avoir mis la manière. Maintenant, quand tu mets une branlée comme ça à des mecs, comme il Philly, tu sais qu'ils vont revenir un petit peu piqués, un petit peu dans leur orgueil. Donc, mais en même temps, c'est ça les playoffs. Mais ce qui est sûr, c'est que New York est en phase. Ah oui. New York au meilleur des moments, j'ai envie de te dire. En phase, Oui. Brunson est bon, mais surtout New York collectivement est en phase. Il l'avait dit Brunson à la fin de la série face à Atlanta. On s'est trouvé collectivement. Oui, et je suis assez d'accord avec lui. Beaucoup moins d'ISO de notre ami, beaucoup moins de dribble, beaucoup plus de passing game. Karl Anthony Towns un peu plus au cœur du jeu. Anunoby qui est toujours bon. On a même retrouvé Bridges. Attends, voilà. On a même retrouvé Bridges. On a même vu Paco Mdadji et Modiawara sur le terrain. C'est exceptionnel. McBride fait des playoffs de très très haut niveau. Ouais. Donc ils sont vraiment en phase, Alvarado dans son rôle. Donc en fait, il y a enfin une œuvre collective en attaque qui se dégage. Et puis offensivement et défensivement, moi j'ai été très agréablement surpris du début de match de Karl Anthony Towns sur Joel Embiid. Allez, je relève le défi. Et j'ai trouvé ça bien. La séquence de Mitchell Robinson est bonne aussi. Il faudra voir maintenant le hack. Mitchell Robinson, comment on le gère. Je trouve que Nick Nurse le fait très tôt, mais encore une fois je pense que tous les Sixers, à commencer par leur coach, étaient fatigués. Je pense que le match 2, bravo aux Knicks, mais je pense que le match 2 ne ressemblera absolument pas à ça. Bon, on l'espère en tout cas, un deuxième match qui sera plus serré que le match 1. On est là quand même pour voir des money time, des grands matchs. J'avais mieux que ça. Bien sûr, ils étaient complètement cramés. En revanche, il y a un vrai avantage psychologique pour les Knicks. Moi, j'ai vu une équipe hier, tu dis qu'ils sont en phase. Vous avez peut-être vu passer la stat, alors pour ceux qui sont pas en podcast, vous l'avez peut-être pas vu, mais là ils viennent de gagner plus 29, plus 51 et plus 39. C'est la première fois dans l'histoire qu'une équipe en play-off gagne avec autant de marge. C'est un truc de ouf, ouais. C'est des signes ça qui disent attention, on est prêt. Hein. On appuie sur le bouton et c'est au meilleur des moments, franchement. Si tu viens que t'es fatigué, que t'es pas à droit ou que peu importe un truc un peu négatif, nous on te marche dessus. Hein. Ouais, parce que c'est un peu le message qu'ils envoient. Eux ils sont pas fatigués vu qu'ils ont joué à 5 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs. 5 plus 9, ils ont joué à 14 mecs. Après quand t'as plus 30 milieu. Même Ariel-Luc Porti, le gars sûr. Eh oui, en fait, il rentre. A joué le Togolo allemand. Il est venu, il a joué 17 minutes. Il rentre parce que pour le hack-shack sur Mitchell, on va l'appeler comme ça. En tout cas, Paco Memo sur le terrain. On était content de voir nos petits Français sur le terrain. Bon, écoute, deuxième match, eux aussi, ce sera mercredi soir. On aura le temps de voir si Philadelphie a un peu d'orgueil. Regardez, les Knicks sont très grands favoris, 32. Et les Sixers à 3,40. Vous vous souvenez hier, les Sixers, il y avait 82% des gens qui avaient mis de l'argent sur les Sixers. Donc comme quoi, de toute façon, c'est tout à fait imprévisible. Il faut qu'il le prenne le match 2 parce qu'aller à la maison avec les Knicks qui voyagent plutôt pas mal en play-off. Qui s'offre moins un money time en tout cas. Après, tu gagnes super. Ça se trouve que New York va être largement meilleur que Philly. Hein. On l'aura pas prévu ça. Mais hier, on a vu des prises à deux sur Joel Embiid. Alors, encore une fois, Joel Embiid pour moi était comme tout le monde avait les jambes lourdes, mais en tout cas tactiquement, on a quand même vu qu'ils allaient pas le laisser faire du 1 contre 1. Ouais. Voilà, ça c'est intéressant. On n'a toujours pas compris pourquoi Joe Mazzulla avait fait ça. Bon, ça tombe bien, on en parle ce week-end les amis. On se retrouve dès demain dans Clutch à 17h avec Rémi, Erwan et Sergio qui sera là sur la Ouna TV. Et puis le grand Thursday Show du jeudi, il y aura plein de trucs à raconter. Les Lakers auront joué face à OKC, Cleveland et c'est qui l'autre équipe? Je sais même pas quelle est l'autre série. À chaque fois, je joue Pistons, tu vois, c'est dingue. Hein, Pistons. Détroit, Cleveland, ça va être un super match. Ça nous rappelle le milieu des années 2000, ça. Un petit peu. Ah bah là, clairement, un jeune LeBron face à une armada des Pistons. De Daron, clairement. Voilà, on se retrouve jeudi dans le First Day Show sur First Team et tout au long de la semaine, bien sûr, dans les différents formats. Merci Erwan, merci aux équipes de Yanis. C'est Yanis qui est réel aujourd'hui. Eh ben. Bravo mon Yanis. Ça grandit. Excellent. Allez, à demain les amis.